On a cherché, je peux comprendre. On a trouvé en fait coronavirus associé au SRAS. Ça a été une bévue de ma part. Qu'est-ce qui vous rend qualifié, vous, pour discuter de brevets, pour parler de toutes ces choses-là? Sous quelle étiquette vous vous présentez? Citoyen du monde, tout simplement. Je suis un citoyen qui s'inquiète et qui a peur. La vidéo a depuis été retirée d'Internet et l'Institut Pasteur explique vouloir déposer plainte pour diffamation. Quinzaine de jours, la page Facebook de TV Liberté subit des sanctions décidées par Check News, un organisme de vérification dirigé par le quotidien Libération, celui qui vit sous perfusion. La conséquence pour nous, elle est très simple, nous perdons en visibilité. Moi j'ai la chance de faire partie de l'ancien monde. J'ai été élu sous le gouvernement de François Hollande en 2012, tout n'a pas été mauvais d'ailleurs au passage. Et un mot, cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. Oui. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolé de vous le dire, à un moment donné, vous confondez tous ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français? Mais je mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants? Si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça? Qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans? Vous voulez dire sur le chômage aux gens? Mais attendez, je suis désolé, aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Donc à un moment donné, le problème de la politique, c'est pas de mentir. Vous venez d'expliquer que non seulement le mensonge ne vous choquait pas en politique, mais que de surcroît, il était justifiable quand il s'agissait de donner de l'espoir aux Français plutôt que de leur dire la vérité. Votre logiciel sur ça, hein. Voilà, mais voilà, monsieur, on voit quel est votre logiciel précisément politique. J'ai l'impression qu'on veut rendre la chloroquine inutilisable et qu'on utilise tous les moyens pour y arriver. D'abord, que cache la valse des décrets sur l'hydroxychloroquine? Rappelez-vous, le 15 janvier, le produit polémique est inscrit par l'ancien ministre de la Santé déclinante des Français, Agnès Buzyn. Il ne faudrait pas l'oublier, celle-là. Le médicament est inscrit sur la liste des substances vénéneuses. Allez savoir pourquoi, alors même que ce médicament, absorbé en toute tranquillité médicale et tropicale depuis de très longues années, était en vente libre. Que s'est-il passé d'un coup pour qu'une telle décision puisse être prise? Douste Blazy, qui est cardiologue, qui est professeur de médecine, qui est ancien ministre de la Santé, ajoute « Les effets secondaires de ce médicament sont nuls ». Le directeur de Novartis, un géant pharmaceutique mondial, complète « L'hydroxychloroquine est le plus grand espoir de traitement contre le coronavirus ». Enfin, le docteur italien Pierluigi Bartoletti conclut, et je cite, « Les résultats que nous commençons à accumuler suggèrent que l'hydroxychloroquine, administrée tôt, donne la possibilité d'éviter l'aggravation conduisant à une insuffisance respiratoire. » L'injuste polémique enfle aujourd'hui autour du traitement et de son iconoclaste promoteur gaulois, le professeur Didier Raoult, dont les résultats récents, au 5e jour, 97,5% des patients ne sont plus porteurs du virus, gênent visiblement la concurrence. Vous arrivez à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation, eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites
antigénique, c'est-à-dire si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Hein. Un groupe de chercheurs indiens, très renommés, avait publié... Il y a énormément de choses suspectes dans la gestion de la crise du coronavirus. La première des choses qui saute aux yeux, c'est la manipulation, l'interprétation des chiffres et la façon de les présenter. Depuis toujours, il y a des milliers de décès de la grippe de saison en France ou en Italie. Imaginez que la presse publie tous les jours le point sur ces décès. Je fais juste fonctionner mon intelligence, tout. Vous pouvez maintenant être mis en prison si vous enfreignez l'interdiction de vous déplacer librement hors de votre domicile. C'est la première fois dans l'histoire du monde que des dizaines de pays occidentaux, simultanément, assignent à domicile des centaines de millions de personnes. Qui profite cette panique mondiale? Solidarité, pendant que les grandes banques sont en train de se gaver comme jamais et de faire main basse sur les richesses occidentales. Et la gêne quand on discute de l'évolution de la démographie mondiale. Quand je suis né, c'était pas si longtemps quand même, il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. Toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. L'écart entre nous et l'Asie, non seulement ne s'arrête pas, mais ça croît encore. Puisque c'est 4 milliards 800 millions, mais demain, ça sera bien plus. Maintenant, on nous dit vous êtes trop nombreux à respirer, donc vous polluez, donc il va falloir faire quelque chose. Ok. D'ailleurs, il y a Bill Gates qui a fait une superbe équation que je vous invite à aller regarder. Tapez Bill Gates vaccin CO2 et vous allez voir une vidéo où il dit face caméra que en fait il y a une équation qui fait CO2 égale people pour les gens plus service plus le nombre de CO2 et il dit textuellement face à la caméra qu'on est trop nombreux sur Terre, qu'un de ces nombres va devoir devenir proche de zéro. Et évidemment tous ces petits copains se marrent parce qu'ils ont tous compris que c'est le numéro qui allait devenir proche de zéro. C'était les gens et pas le CO2. Et donc en fait, il dit, même avec les nouveaux systèmes de santé et avec les vaccinations, on ne pourra pas descendre le nombre d'humains sur Terre de plus à 10 à 15%. Ça fait quand même réfléchir sur ce qu'ils font avec les vaccinations. En chinois, cela se dit Tiruashun Yujuansua, traduction politique du planning familial. Elle a été mise en place en 1979 par Deng Xiaoping. Un an après son arrivée au pouvoir, le dirigeant chinois décide ainsi de durcir le contrôle des naissances. Désormais, les couples ne sont autorisés à avoir qu'un seul enfant. C'est la politique démographique la plus autoritaire jamais mise en place à l'échelle d'un pays. Pourquoi avoir décidé la mise en place de cette politique, justement? Eh bien, les historiens sont divisés sur ce sujet. Pour certains, la Chine craignait alors une surpopulation qui aurait pu mettre en péril l'équilibre de tout le pays. Il fallait donc urgemment diminuer le nombre de bouches à nourrir et de corps à loger. Mais selon d'autres, l'objectif était en réalité très différent. Il s'agissait de concentrer les ressources pour fabriquer un capital humain profitable, autrement dit, de donner la priorité à l'économie sur le développement démographique. Cette politique de l'enfant unique a été menée pendant des années de façon très autoritaire. Fortes amendes, privation d'accès aux soins ou à l'éducation pour les enfants nés hors cadre. Les sanctions ont longtemps été dissuasives.
voire violentes pour les femmes, dont certaines ont été forcées à avorter pendant des années, ou pour les bébés-filles, noyées dans certaines campagnes car jugées trop coûteuses. Selon les autorités chinoises, cette politique a permis de freiner la forte progression démographique. Elle aurait évité la naissance de 400 millions d'enfants. Le taux de natalité, qui se mesure en nombre d'enfants par femme, a effectivement baissé. De 2,8 en 1979, il est passé à 1,6 en 2013. Ceux qui s'inquiètent de surpopulation ont d'autres soucis probablement, puisque cette surpopulation va se résorber d'elle-même. Comme le Japon, comme les pays développés en Europe, la population va décroître. Donc il n'y a pas de problème de surpopulation sur Terre. À partir du moment où la population devient instruite, elle limite son nombre de naissances. Ceux qui s'inquiètent de surpopulation, c'est qu'ils s'inquiètent donc d'un autre souci. Par exemple, après l'élévation de température, la chute brutale de la température, qui ferait qu'il n'y a plus que l'équateur sur Terre qui sera vivable. Et que donc, si on est avec le nombre d'habitants sur Terre actuel, il y a un risque de conflit. Et les notables fortunés ne seront pas plus à l'abri que les autres hommes sur Terre. Donc serait-il en train d'anticiper ce refroidissement en voulant réduire rapidement la population? Beaucoup de questions se posent. Voilà l'Europe de la dernière ère glaciaire. Il y a 20 000 ans, nous sommes au dernier maximum glaciaire. La Terre est beaucoup plus froide, il y a des mammouths partout, vous savez, ceux à poil laineux. Vous avez une énorme calotte de glace qui est posée sur la Scandinavie. La même chose posée sur le Canada. Cette glace a pris tellement d'eau dans l'océan pour se former que le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc, le même genre de transition s'appliquant en un siècle ou deux à 7 milliards de bipèdes sédentaires. Il est évident que ce genre de transition dans un monde de 7 milliards d'hommes sédentaires se terminera par tout sauf la joie et la bonne humeur. Ça sera un monde violent et chaotique. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un peu plus. Seulement, la trajectoire qu'elle emprunte oscille tous les 100 000 ans entre un cercle presque parfait et une ellipse. En fonction de ces variations, vous le voyez, la Terre est donc plus ou moins proche du Soleil. Elle reçoit donc plus ou moins de chaleur. Depuis 2 millions d'années, c'est donc au rythme de ces paramètres orbitaux que la Terre alterne entre des cycles glaciaires d'environ 100 000 ans et des cycles interglaciaires plus chauds et plus courts d'environ 10 000 ans. Sur ces cycles de 100 000 ans, parce qu'il y en a d'autres, que l'homme s'est développé en haut d'un pic de température, on va dire par rapport à la moyenne basse terrestre, de 12 à 15 degrés supérieur à la moyenne. Et ça dure depuis 10-12 000 ans. Et la température va redescendre de 10 à 15 degrés. Comment l'homme va réagir face à des événements qui semblent prévisibles, c'est qu'ils se sont produits, on a les courbes, on a les résultats scientifiques. Des scientifiques, des grandes fortunes, des politiques, cacheraient-ils quelque chose à la population? La vérité sur un refroidissement? À quelle échéance? 20 ans, 100 ans, 1000 ans? Dans ces conditions, il n'y aurait plus que l'équateur terrestre qui serait vivable, avec les deux hémisphères complètement gelés. C'est quand même surprenant. Ces annonces de réduction drastique de la population mondiale par des hauts responsables, des réductions drastiques de la population annoncées, on pourrait peut-être même dire planifiées.